Bonjour à tous, mes chers. Je m'appelle Marguerite, j'ai 74 ans, et aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire que j'ai gardée au fond de mon cœur pendant longtemps. Ce n'est pas facile d'en parler, mais je sens que mon expérience pourrait aider quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Avant de commencer, je vous demande, à vous qui me regardez maintenant, de laisser un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, cela aide beaucoup. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'adore savoir que mes histoires atteignent tant d'endroits différents. Revenons à l'année 1968. J'avais seulement 25 ans et j'étais l'une des rares femmes de ma petite ville à avoir fait des études et obtenu un diplôme. Je travaillais comme pharmacienne, ce qui me remplissait de fierté, même si beaucoup de gens à cette époque pensaient qu'une femme ne devait pas travailler en dehors de la maison. La place d'une femme est de s'occuper du foyer, me disait-on. Mais j'ai toujours su que je pouvais faire plus. Mon mari, Gérard, avait 32 ans et possédait un magasin de tissus qui se développait considérablement. Nous nous sommes rencontrés quand je suis revenue de Paris après avoir obtenu mon diplôme. Il semblait si différent des autres jeunes hommes de la ville. Il disait qu'il admirait mon intelligence, qu'il voulait une vraie femme à ses côtés, pas seulement quelqu'un pour cuisiner et nettoyer la maison. Nous nous sommes mariés après 6 mois de fréquentation. C'était une cérémonie simple, mais belle. Je me souviens comme si c'était hier de ma simple robe blanche que j'avais moi-même aidé à dessiner. Nous étions heureux, du moins, je le pensais. Le seul problème dans notre mariage était qu'après 2 ans d'essai, nous avons découvert que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Ce fut un coup dur pour nous deux. C'est alors que le destin a mis Sophie dans nos vies. Une jeune mère célibataire, presque une enfant encore, est apparue à la pharmacie où je travaillais avec un bébé nouveau-né dans les bras. Elle était désespérée, incapable de s'occuper de l'enfant. Le père avait disparu dès qu'il avait appris la grossesse. La jeune fille pleurait en me racontant que sa famille l'avait mise à la porte. « Je ne sais pas quoi faire, madame, je n'ai nulle part où aller. Je ne peux pas m'occuper de cet enfant », m'a-t-elle dit, les larmes aux yeux. À ce moment-là, j'ai senti que Dieu répondait à nos prières d'une façon inattendue. J'ai emmené la jeune fille chez moi, j'ai parlé avec Gérard et nous avons décidé d'adopter cet enfant. La mère biologique est partie tenter sa chance à Paris et nous sommes restés avec le bébé. Une belle petite fille que nous avons appelée Sophie. Nous avons élevé Sophie comme si elle était notre fille de sang. Nous ne lui avons jamais caché qu'elle était adoptée, mais nous lui avons toujours fait comprendre que nous l'aimions comme si elle était la nôtre. Et c'était vrai. Chaque premier pas, chaque nouveau mot, chaque anniversaire, tout était motif de joie et de célébration dans notre maison. Les années ont passé et notre vie semblait parfaite. J'ai continué à travailler à la pharmacie, qui s'est développée et est devenue importante pour la communauté. De nombreuses personnes pauvres n'avaient pas les moyens de payer les médicaments et je les aidais souvent en mettant de côté des échantillons gratuits ou même en payant de ma propre poche quand c'était nécessaire. Cela signifiait que je passais beaucoup d'heures hors de la maison, rentrant tard, épuisé, mais comblé. Gérard a également étendu ses affaires. En plus du magasin de tissus, il a commencé à vendre des meubles et des électroménagers, profitant de la croissance de la ville. Il passait beaucoup de temps à la maison, car il avait des employés qui s'occupèrent des magasins, tandis qu'il gérait les finances dans le bureau que nous avions installé à l'arrière de notre maison. Et Sophie ? Ah, Sophie a grandi et est devenue une belle jeune femme. Arrivée à l'adolescence, elle avait 17 ans, de longs cheveux noirs, des yeux verts qui attiraient l'attention partout où elle passait. Intelligente, studieuse, elle semblait avoir hérité de mon goût pour les livres, bien que nous n'ayons pas le même sang. J'étais si fière d'elle. À cette époque, j'ai commencé à remarquer quelques changements dans le comportement de Sophie. Elle semblait plus distante, parfois irritée contre moi, sans raison apparente. Je pensais que c'était juste la rébellion normale de l'âge, les hormones de l'adolescence. Gérard la défendait toujours quand nous avions un désaccord. « Tu travailles trop, Marguerite. La petite a besoin de toi, » disait-il. Et je me sentais coupable, partagée entre ma vocation professionnelle et mon rôle de mère. J'ai aussi commencé à remarquer à quel point il semblait de plus en plus proche. Quand je rentrais à la maison, je les trouvais souvent en train de parler à voix basse dans le salon, riant ensemble. Au début, cela me semblait beau, un père et une fille avec une relation proche. Qui aurait pu imaginer ?
Un dimanche après-midi, alors que Gérard était parti résoudre un problème au magasin et que Sophie était chez une amie, j'ai décidé de ranger sa chambre. Les adolescents sont toujours si désorganisés, n'est-ce pas? Pendant que je rangeais des vêtements qui étaient jetés sur le lit, j'ai trouvé un cahier caché sous le matelas. Je n'avais pas l'intention d'envahir l'intimité de ma fille, je le jure devant Dieu. Mais le cahier est tombé ouvert sur le sol quand j'ai tiré un drap et mes yeux ont aperçu mon nom écrit là-dedans. Ce fut le moment où ma vie a commencé à s'effondrer. Le cahier était un journal intime. Dans ces pages, avec cette écriture ronde et soignée que je lui avais moi-même apprise, Sophie écrivait sur ses sentiments pour Gérard. Ce n'étaient pas des sentiments d'une fille pour son père, non. C'étaient les mots d'une femme amoureuse d'un homme. Dans ces pages, elle décrivait des rencontres secrètes lorsque j'étais à la pharmacie, des baisers volés, des promesses faites. Et le pire, elle écrivait qu'elle était enceinte de lui, enceinte de mon mari, l'homme qu'elle appelait papa, depuis qu'elle avait appris à parler. Gérard a dit que nous allons raconter à maman que le bébé est de Thomas du lycée. Maman est si naïve qu'elle croira tout. Il dit qu'elle est une femme incomplète, qui ne peut pas avoir d'enfant et que je peux lui donner ce qu'elle n'a jamais pu. Quand le bébé sera né, nous serons une vraie famille sans elle. J'ai lu et relu ces mots, essayant de comprendre comment cela pouvait être possible. Comment l'homme qui avait juré de m'aimer et la fille que j'avais élevée avec tant d'amour pouvaient comploter contre moi de cette façon. Comment pouvait-il être si cruel? Ma tête tournait. Mon cœur battait si fort qu'il semblait qu'il allait sortir par ma bouche. J'ai passé toute l'après-midi assise sur son lit, ce journal à la main, les larmes coulant sans cesse. Quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et leurs voix qui arrivaient ensemble, riant, j'ai senti un courage que je ne savais pas avoir en moi. J'ai pris le journal et je suis descendue. Ils étaient dans le salon, assis côte à côte sur le canapé, si proches que leurs épaules se touchaient. Quand ils m'ont vue, le visage gonflé de pleurs et le journal à la main, le sourire a disparu de leur visage. « Qu'est-ce qu'il y a, Marguerite? Pourquoi pleures-tu » a demandé Gérard, feignant l'inquiétude. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement jeté le journal sur la table basse. Sophie a pâli en reconnaissant son carnet secret. Gérard a gardé un visage impassible, mais j'ai vu un muscle trembler dans sa mâchoire. C'était ce qui se produisait toujours quand il était nerveux. « Je veux savoir si c'est vrai », ai-je dit. Ma voix était plus ferme que je ne l'aurais cru. « Je veux l'entendre de votre bouche. » J'ai attendu qu'ils nient, qu'ils inventent une excuse, qu'ils disent que c'était tout simplement l'imagination d'une adolescente confuse. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Gérard s'est levé, grand comme il l'a toujours été, et m'a regardé avec une froideur que je n'avais jamais vue dans ses yeux auparavant. « Oui, c'est vrai, Marguerite. Nous n'avons pas prévu que cela arrive, mais c'est arrivé. Sophie attend un enfant de moi. Mon enfant de sang, ce que tu n'as jamais pu me donner. » J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. J'ai regardé Sophie, espérant voir du remords, de la honte, n'importe quoi qui montrerait que ma petite fille était encore là quelque part. Mais ses yeux verts, qui auparavant me regardaient avec amour, débordaient maintenant de mépris. « Tu n'es jamais à la maison, maman. Tu n'as jamais eu de temps pour nous. Toujours tes patients, ta pharmacie, tes causes. » Gérard m'a fait sentir vraiment aimée. Aimée? C'est ton père, Sophie. L'homme qui t'a élevée depuis que tu étais bébé? Ai-je crié sans pouvoir croire ce que j'entendais. C'est alors qu'elle a prononcé les mots qui m'ont blessé plus profondément que n'importe quel couteau ne le pourrait. Tu n'es pas ma vraie mère. Tu m'as seulement élevée parce que tu as eu pitié de ma mère biologique. Et lui, il n'a jamais été mon vrai père. Notre sang n'est pas le même. Nous sommes juste un homme et une femme qui s'aiment. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi à la maison. Je ne pouvais pas rester sous le même toit qu'eux, respirant le même air, sentant le poids de la trahison dans chaque coin de ce foyer que j'avais construit avec tant d'amour. J'ai pris seulement une petite valise avec quelques vêtements et je suis allée à la pharmacie. À l'arrière, il y avait un petit entrepôt où nous gardions les médicaments. Un espace étroit, humide, avec seulement une fenêtre étroite. J'ai improvisé un lit avec quelques vieilles couvertures et j'ai pleuré jusqu'à l'aube. Le soleil s'est levé, mais pour moi, il semblait que le monde avait pris fin.
Comment continuerai-je à vivre après cela? Comment regarderai-je les gens de la ville dans les yeux? Dans une petite communauté comme la nôtre, les nouvelles se répandaient vite comme le vent. J'ai passé toute la journée assise par terre dans cet entrepôt, incapable de manger, incapable de penser clairement. En fin d'après-midi, j'ai entendu frapper à la porte de la pharmacie. C'était Madame Dupont, une dame qui vivait près de chez nous et qui était très bavarde. J'ai ouvert la porte en essayant de dissimuler mes yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Je viens chercher mon médicament pour la tension, Marguerite, et aussi, j'ai entendu ce qui s'est passé. Toute la ville en parle déjà. J'ai senti mon estomac se nouer. Bien sûr qu'il le savait déjà. Gérard n'avait probablement pas perdu de temps à raconter sa version de l'histoire, me dépeignant comme la méchante. « Qu'est-ce qu'ils disent, Madame Dupont ?» La vieille dame a détourné le regard, mal à l'aise. « Ils disent que vous avez abandonné votre foyer, que vous n'avez jamais accordé d'attention à votre mari et à votre fille, que vous viviez plus pour les autres que pour votre famille. Ils disent que si vous aviez été une bonne épouse et une bonne mère, cela ne serait jamais arrivé. » Chaque mot était comme un coup de poignard. J'étais blâmée pour mon propre malheur. Les gens, au lieu de condamner un homme qui s'était impliqué avec sa propre fille adoptive, une mineure qui avait grandi en l'appelant papa, me condamnaient pour avoir travaillé, pour avoir aidé les nécessiteux, pour avoir une profession. Et à propos de Gérard et Sophie, que disent-ils à leur sujet? Madame Dupont a soupiré avant de répondre. Ils disent que ce n'est pas mal, puisque la petite n'est pas sa fille de sang. Certains trouvent même cela romantique. Votre mari a dit à tout le monde qu'il assumera le bébé, qu'ils formeront une famille. Il a dit que vous avez toujours su que vous ne pouviez pas avoir d'enfants et que malgré cela, vous les avez privés d'une famille complète. Je n'ai plus rien répondu. J'ai donné le médicament pour la tension à Madame Dupont et j'ai fermé la pharmacie dès qu'elle est partie. Je suis retournée dans mon entrepôt improvisé et j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Les jours suivants ont été encore pires. Plusieurs personnes ont cessé de venir à la pharmacie. Certaines me regardaient avec pitié, d'autres avec mépris. J'entendais des chuchotements, je voyais des regards en coin. Moi, qui avais toujours été respectée dans la ville pour mon travail, j'étais maintenant considérée comme une femme ratée, qui n'avait pas su garder son mari, qui n'avait pas accordé suffisamment d'attention à sa fille. Une semaine plus tard, Gérard est apparu à la pharmacie. Il était bien habillé, comme toujours, les cheveux coiffés en arrière, parfumé. Il est entré comme s'il était le propriétaire des lieux. La clochette de la porte a sonné et quand j'ai levé les yeux et que je l'ai vu, j'ai senti tout mon corps trembler. « Que veux-tu ici ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix ferme. « Je suis venu résoudre notre situation, Marguerite. Cela ne peut pas continuer ainsi. Les gens parlent. » Les gens parlent toujours, Gérard. Cela ne m'importe pas. Il a souri en coin. Ce sourire qui m'avait un jour charmé et qui maintenant me donnait la nausée. Je suis venu proposer un accord. La maison est à nous. Nous l'avons achetée ensemble, mais je suis prêt à te donner une bonne somme pour que tu recommences dans une autre ville. Personne n'a besoin de subir plus d'embarras. Tu peux ouvrir une autre pharmacie, connaître d'autres personnes, et nous, nous continuerons notre vie ici. J'ai regardé cet homme que j'avais un jour aimé, et je n'ai rien reconnu du jeune homme dont j'étais tombée amoureuse. Comment pouvait-il être si froid, si calculateur? Comment pouvait-il parler de notre séparation comme s'il négociait l'achat d'un autre magasin? Je ne veux pas de ton argent, Gérard. Je ne vais pas fuir comme si j'avais fait quelque chose de mal. Cette ville est aussi la mienne. J'ai construit ma vie ici. J'ai mon travail, des gens qui dépendent de moi. Son visage s'est transformé. Le masque de civilité est tombé et j'ai vu la colère dans ses yeux. Alors ce sera de la manière difficile. J'ai déjà parlé avec Maître Leblanc. Je vais déposer une demande de divorce alléguant l'abandon du domicile conjugal. Après tout, c'est toi qui es parti de la maison, n'est-ce pas? Et nous allons vendre la pharmacie. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. La pharmacie est à moi. Je l'ai achetée avec l'argent de mon héritage. Mais elle est au nom des deux, ma chère. Nous nous sommes mariés sous le régime de la communauté universelle de biens. Tu as oublié? La moitié de tout est à moi. Il s'est approché, son parfum fort me donnant la nausée. Sois raisonnable, Marguerite. Prends l'argent et pars. Recommence ailleurs. Ce sera mieux pour tous. Je n'ai pas répondu.
Je ne pouvais pas trouver de mots face à tant de cruauté. « Réfléchis bien, a-t-il dit avant de sortir. Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour décider. » Quand la porte s'est refermée derrière lui, je suis tombée à genoux sur le sol de la pharmacie et j'ai sangloté comme une enfant. Il ne leur suffisait pas d'avoir détruit mon mariage, ma famille. Maintenant, ils voulaient me prendre mon gagne-pain, ma raison de vivre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée à regarder le plafond de l'entrepôt, essayant de trouver une issue. Je ne pouvais pas perdre la pharmacie. C'était tout ce qui me restait. C'était plus qu'une entreprise. C'était mon but, ma façon d'aider les autres. Les jours suivants ont été un cauchemar. J'ai constaté que de plus en plus de clients cessaient de venir. J'ai appris plus tard que Gérard et le père de Sophie, un homme influent dans la ville, répandaient des rumeurs sur moi. Ils disaient que j'altérais les médicaments, que je facturais des prix abusifs aux plus pauvres, exactement le contraire de ce que j'avais toujours fait. Pendant ce temps, la procédure de divorce suivait son cours. Comme Gérard l'avait prévu, le juge a considéré qu'il y avait eu abandon du domicile conjugal de ma part. Après tout, j'étais partie de la maison sans prendre mes affaires, sans dire où j'allais. Lors de l'audience, Sophie a témoigné contre moi. Habillée comme une jeune fille modeste, avec une robe large qui cachait son ventre déjà arrondi, elle a parlé de comment je n'étais jamais présente, comment je privilégiais des étrangers plutôt que ma famille. Ma mère a toujours préféré aider les autres plutôt que de s'occuper de nous, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Des larmes fausses qui ont trompé tout le monde, sauf moi, qui la connaissais depuis qu'elle était bébé. Combien de fois ai-je eu besoin d'elle, et elle n'était pas là, toujours à la pharmacie, toujours avec ses patients. J'ai essayé de me défendre, d'expliquer que je travaillais pour leur donner une vie meilleure, que je n'avais jamais imaginé que mon propre mari et ma fille adoptive conspiraient derrière mon dos, mais mes paroles semblaient vides face à leurs accusations. À la fin, j'ai presque tout perdu. La maison est restée à Gérard. De nos biens, je n'ai reçu qu'une petite partie, bien moins que ce qui aurait été juste. Et quant à la pharmacie, j'ai réussi à la garder, mais à un prix élevé. J'ai dû payer à Gérard une somme qui m'a laissé presque dans la misère. Ce furent des mois terribles. La clientèle avait tellement diminué que je parvenais à peine à payer les factures. J'ai dû me séparer de mon unique employé et j'ai commencé à travailler seule, ouvrant et fermant tous les jours. La nuit, je continuais à dormir dans l'entrepôt car je n'avais pas d'argent pour louer un logement décent. Le pire était de voir Gérard et Sophie dans la ville, bras dessus, bras dessous, elle avec son ventre qui grossissait chaque jour. Les gens semblaient avoir oublié que jusqu'à quelques mois auparavant, il était son père. Maintenant, il les voyait comme un couple, attendant leur premier enfant. Tandis que moi, j'étais la femme ratée, abandonnée, qui avait tout perdu. Le bébé est né au milieu de l'année 1969. Un garçon, j'ai appris par Madame Martin, une des rares clientes qui m'était restée fidèle. Ils l'ont appelé Auguste, mon petit-fils, qui ne me connaîtrait jamais comme grand-mère. J'ai essayé de ne pas y penser, de me concentrer sur le travail, sur les quelques personnes qui venaient encore à la pharmacie. Mais la nuit, seule dans mon entrepôt humide, je me permettais de pleurer silencieusement, me rappelant tout ce que j'avais perdu. C'est à cette époque que j'ai sérieusement pensé à abandonner non seulement la pharmacie, mais la vie. Il y avait des jours où le désespoir était tel que je ne voyais aucun sens à continuer. Que me restait-il? Une pharmacie en faillite, une réputation détruite, une famille qui m'avait trahi de la pire manière possible. Je me souviens d'une nuit particulièrement difficile. Il pleuvait fort dehors et le toit de l'entrepôt avait des fuites. J'avais placé des seaux pour recueillir l'eau, mais tout était quand même humide. Assise sur mon lit improvisé, j'ai regardé les flacons de médicaments sur les étagères et j'ai pensé à quel point il serait facile d'en mélanger quelques-uns et de mettre fin à cette souffrance. J'ai même pris quelques flacons, regardant les étiquettes, calculant mentalement les doses. En tant que pharmacienne, je savais exactement quoi faire pour que ce soit rapide et sans douleur. Mais alors quelque chose s'est produit qui a tout changé. Un coup de tonnerre a fait trembler les fenêtres de la pharmacie et peu après, j'ai entendu des coups désespérés à la porte. Il était presque 23 heures. Qui cela pouvait-il être? J'ai hésité, ayant peur.
Et si c'était Gérard venant achever de me détruire? Les coups ont continué, plus fort. Finalement, j'ai pris courage et je suis allée jusqu'à la porte, tenant un morceau de bois comme protection. « Qui est-ce » ai-je crié à travers la porte fermée. « S'il vous plaît, ouvrez, j'ai besoin d'aide » a répondu une voix féminine que je n'ai pas reconnue. J'ai ouvert la porte, juste une fente, et j'ai vu une femme d'âge moyen trempée par la pluie, avec une expression désespérée. « Je m'appelle Olivia » a-t-elle dit, tremblant de froid. « Ma voiture est tombée en panne sur la route, et je suis venue à pied jusqu'ici. J'ai vu la lumière de votre pharmacie. J'ai mal. Je crois que c'est ma vésicule biliaire. Auriez-vous un médicament ?» J'ai complètement ouvert la porte et j'ai laissé la femme entrer. Olivia était pâle, courbée de douleur. Je l'ai conduite à l'entrepôt où elle pourrait s'asseoir et j'ai commencé à l'examiner. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» ai-je demandé en vérifiant ses signes vitaux. « Non », a-t-elle répondu entre des gémissements de douleur. « Je déménage ici. Je suis médecin. Je vais prendre en charge le dispensaire de la ville. » Un médecin, une étrangère qui ne connaissait pas mon histoire, qui ne me jugeait pas. À ce moment-là, quelque chose s'est allumé en moi. Une petite flamme d'espoir que je pensais complètement éteinte. J'ai soigné Olivia du mieux que j'ai pu cette nuit-là. Je lui ai donné des médicaments pour la douleur et pour l'inflammation. Comme la pluie ne cessait pas, je lui ai offert mon lit improvisé pour passer la nuit. Nous avons dormi toutes les deux dans cet entrepôt étroit, partageant les quelques couvertures que j'avais. Je ne savais pas que cette nuit marquerait le début d'une nouvelle phase dans ma vie, une phase de reconstruction, de découverte de forces que je ne savais pas avoir, une phase où j'apprendrais que parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Le lendemain matin, la pluie s'était arrêtée, mais le ciel restait nuageux, comme s'il reflétait mon état d'esprit. Je me suis réveillée avant Olivia et j'ai préparé un café simple avec le peu que j'avais. Quand elle s'est réveillée, elle semblait beaucoup mieux. « Je ne sais pas comment vous remercier », a-t-elle dit, s'asseyant sur la chaise improvisée que j'avais faite avec des caisses en bois. « Si ce n'était pas pour vous, je ne sais pas ce qui serait arrivé. » J'ai servi le café et nous nous sommes assises ensemble dans cette matinée silencieuse. Olivia m'a raconté qu'elle était veuve. Son mari était décédé il y a 2 ans. Il n'avait pas d'enfant. Elle venait de Paris pour prendre en charge le dispensaire de la ville qui était sans médecin depuis des mois. « Et vous vivez ici dans la pharmacie ?» a-t-elle demandé, regardant autour, remarquant mes quelques affaires éparpillées dans l'entrepôt. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, avec cette étrangère que le destin avait mise sur mon chemin, j'ai senti que je pouvais ouvrir mon cœur. Je lui ai tout raconté sur Gérard, sur Sophie, sur comment j'ai perdu ma famille, ma maison, presque perdu ma pharmacie, et comment la ville entière m'avait tourné le dos. Pendant que je parlais, je m'attendais à voir dans ses yeux le même jugement que je voyais dans les yeux de tous dans la ville. Mais ce que j'ai trouvé était différent. C'était de la compréhension, de l'indignation en ma faveur, du respect. « Vous êtes une femme extraordinaire, Marguerite », a-t-elle dit quand j'ai terminé mon récit. « Beaucoup auraient abandonné. Vous luttez encore. » Ces paroles ont touché quelque chose de profond en moi. Depuis combien de temps n'avais-je pas entendu quelqu'un me parler ainsi, avec admiration, au lieu de pitié ou de mépris? Olivia est restée plus longtemps qu'elle ne le prévoyait ce matin-là. Sa voiture serait remorquée jusqu'au garage mécanique de la ville et la réparation prendrait quelques jours. J'ai offert mon entrepôt pour qu'elle y reste, mais elle a insisté pour aller dans la petite pension qu'il y avait sur la place principale. « Mais je reviendrai demain », a-t-elle promis avant de partir. « Je veux voir votre pharmacie fonctionner et qui sait, peut-être pourrons-nous discuter de quelques idées que j'ai eues. » Cette nuit-là, allongée sur mon lit solitaire, j'ai beaucoup réfléchi à cette rencontre inattendue avec Olivia. Il semblait que le destin, après m'avoir tant pris, m'offrait une petite opportunité. Une amie, une alliée. Je ne savais pas exactement, mais pour la première fois depuis de nombreux mois, j'ai senti une pointe d'espoir. Olivia a tenu sa parole et est revenue le lendemain, et le jour suivant, et celui d'après. Pendant que sa voiture était au garage, elle passait les après-midi à la pharmacie avec moi, observant mon travail, parlant avec les quelques clients qui venaient encore. J'ai remarqué que sa présence apportait un changement subtil. Les gens semblaient moins hostiles quand elle était présente.
Après tout, c'était la nouvelle médecin de la ville, quelqu'un dont ils auraient besoin à un moment donné. C'est lors d'un de ces après-midi, alors que nous préparions ensemble quelques médicaments, qu'Olivia m'a fait une proposition qui allait tout changer. J'ai réfléchi, Marguerite. Le dispensaire est assez basique, il manque beaucoup de choses, et votre pharmacie, bien qu'elle soit bien équipée, a peu de clients. Et si nous unissions nos forces? Et si nous transformions cet endroit en une petite clinique communautaire, je pourrais recevoir ici même, dans une salle à l'arrière, et vous continueriez avec la pharmacie à l'avant. Nous pourrions même offrir des prix plus accessibles aux plus nécessiteux. Je l'ai regardée, surprise par la proposition. C'était une idée audacieuse qui nécessiterait de l'investissement, un travail acharné et surtout d'affronter les préjugés de la ville. Vous pensez vraiment que cela fonctionnerait? Les gens ici, ils ne me voient pas d'un bon œil. Olivia a souri. Ce sourire déterminé que je commençais déjà à bien connaître. Les gens vont là où ils trouvent un bon service, Marguerite. Quand ils se rendront compte de la qualité de notre travail, le passé n'aura plus d'importance. En plus, a-t-elle ajouté avec une lueur espiègle dans les yeux, je suis nouvelle en ville, je ne connais personne. S'ils commencent avec des commérages, je vais faire semblant de ne pas comprendre de quoi ils parlent. Je n'ai pas pu éviter un sourire. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas vraiment souri, que mon visage semblait étrange, comme s'il avait oublié comment faire ce mouvement. Et l'argent? Nous aurions besoin de rénover, d'acheter des équipements. J'ai quelques économies mises de côté. Et vous? J'ai hésité avant de répondre. J'avais un peu d'argent caché. Ce qui restait après avoir payé Gérard pour sa part de la pharmacie. C'était ma seule sécurité. J'ai quelque chose, ai-je finalement admis, mais je ne sais pas si c'est suffisant. Nous n'avons pas besoin de tout faire d'un coup. Nous pouvons commencer petit à petit en élargissant à mesure que nous obtenons des ressources. L'important est de faire le premier pas. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à bien dormir. La proposition d'Olivia tournait dans ma tête. C'était risqué, certainement. Mais continuer comme j'étais l'était aussi. La pharmacie se maintenait à peine. Dans quelques mois, je devrais peut-être fermer les portes de toute façon. Le matin, quand Olivia est apparue, ma décision était prise. « Faisons-le », ai-je dit, lui tendant la main. « Créons notre clinique communautaire. » C'est ainsi qu'en octobre 1969, nous avons commencé la transformation de ma petite pharmacie en première clinique communautaire de la région. Nous avons utilisé nos économies pour rénover l'espace. L'entrepôt où je vivais a été transformé en cabinet de consultation pour Olivia. Nous avons acheté un lit approprié pour les examens, quelques équipements de base, des médicaments que je ne pouvais pas stocker auparavant. Olivia a suggéré que je quitte l'entrepôt et que je loue une petite chambre dans la même pension où elle était logée. J'ai hésité au début. Chaque centime était précieux pour notre projet, mais elle a insisté. « Vous avez besoin d'un endroit décent pour dormir, Marguerite. Vous ne pouvez pas vivre comme une réfugiée pour toujours. D'ailleurs, quelle impression donnerions-nous aux patients s'ils découvraient que vous dormez parmi les médicaments ?» Elle avait raison, comme toujours. J'ai loué une chambre petite, mais propre à la pension de Madame Germain. Avoir un vrai lit, une salle de bain privée, pouvoir prendre une douche chaude avant de dormir, c'était un luxe simple que j'avais oublié. Les premières semaines ont été difficiles. Malgré tous nos efforts, peu de patients se présentaient. Les habitants hésitaient encore à venir à ma pharmacie, maintenant appelée Clinique communautaire Sainte-Claire, nom choisi par Olivia en hommage à la sainte protectrice des nécessiteux. « Soyez patiente », me disait Olivia quand je commençais à me décourager. La confiance se gagne peu à peu, et elle avait raison. Une fois de plus, le changement a commencé progressivement. D'abord, ce furent les voyageurs, des personnes qui passaient par la ville et ne connaissaient pas mon histoire. Puis les habitants les plus pauvres de la périphérie, qui ne pouvaient pas payer les tarifs du médecin privé qui consultait de l'autre côté de la ville. Peu à peu, même certains des anciens clients ont commencé à revenir. Un matin, j'étais en train d'organiser quelques médicaments quand j'ai entendu la cloche de la porte. En me retournant, j'ai vu Madame Dupont, cette même dame qui m'avait apporté les premières nouvelles sur les rumeurs dans la ville. « Bonjour, Marguerite », a-t-elle dit, semblant mal à l'aise. « J'ai entendu dire que vous avez maintenant un médecin ici. »« Oui, Madame Dupont. »
Le docteur Olivia consulte tous les matins. Je peux vous prendre un rendez-vous? Elle a acquiescé, évitant mon regard. Ma tension n'est pas bonne et le docteur Lambert facture très cher. J'ai noté le rendez-vous, et quand elle s'apprêtait à partir, Madame Dupont s'est retournée et a dit quelque chose qui m'a prise par surprise. Vous savez, Marguerite, tous n'ont pas cru aux histoires qu'on racontait sur vous. Certains d'entre nous, certains savent reconnaître une injustice quand ils en voient une. Je suis restée sans voix. Avant que je puisse répondre, elle était déjà partie, la cloche de la porte tintant derrière elle. C'était le premier signe que les choses changeaient, pas seulement pour la clinique, mais aussi pour moi. La douleur était toujours là. Je pense qu'elle ne disparaîtrait jamais complètement, mais maintenant il y avait quelque chose d'autre, un but, une mission. Olivia et moi travaillions sans relâche. Peu à peu, notre petite clinique communautaire a acquis une réputation. Nous recevions tout le monde, indépendamment de leur situation financière. Pour ceux qui ne pouvaient pas payer, nous avons créé un système d'échange. Ils apportèrent des légumes de leur jardin, des œufs de leurs poules, ou simplement offrirent quelques heures de travail pour aider au nettoyage ou à l'organisation de la clinique. Au début de 1970, nous ne pouvions plus gérer tous les patients seuls. Nous avons embauché une jeune infirmière fraîchement diplômée, Thérèse, et une assistante pour la pharmacie, Claire. Notre petite équipe, dévouée, faisait des miracles avec les ressources limitées que nous avions. C'est aussi à cette époque que nous avons obtenu le soutien de la mairie. Le maire, voyant le bon travail que nous accomplissions, a offert une petite subvention mensuelle pour que nous traitions les cas sociaux orientés par l'assistance municipale. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais cela aidait à maintenir les portes ouvertes. Avec le temps, notre travail a commencé à être reconnu même en dehors de la ville. Des médecins des communes voisines nous adressèrent des patients, en particulier pour des consultations avec Olivia, qui s'est révélée être une excellente diagnosticienne. Moi, qui étais auparavant considérée comme une femme ratée, abandonnée, j'ai de nouveau été respectée. Non pas pour être l'épouse d'un commerçant prospère ou la mère d'une belle jeune fille, mais pour ma propre valeur, pour mes connaissances, pour mon dévouement à la communauté. Le soir, dans ma petite chambre à la pension, j'avais l'habitude de réfléchir à la façon dont la vie fait des détours. Si quelqu'un m'avait dit, dans ces jours sombres après la trahison, qu'un jour je serais de nouveau heureuse, que j'aurais un but, je n'y aurais pas cru. Mais j'étais là, reconstruisant ma vie à partir des cendres, comme un phénix. Bien sûr, tout n'était pas rose. Il y avait des jours difficiles, quand le souvenir de ce que j'avais perdu revenait en force. Des jours où je croisais Gérard dans la rue et il détournait le regard, faisant semblant de ne pas me voir, ou quand j'apercevais Sophie de loin, avec le petit Auguste dans ses bras, mon petit-fils qui ne me connaîtrait jamais comme grand-mère. Lors d'une de ces occasions, j'étais au marché en train d'acheter des provisions quand j'ai vu Sophie de l'autre côté de la place. Elle ne m'a pas vue immédiatement et j'ai pu l'observer un moment. Elle semblait plus âgée que ses 18 ans, avec des cernes profonds et une expression fatiguée. Le bébé dans ses bras pleurait et elle essayait de le calmer sans succès. Nos regards se sont croisés un instant. J'ai vu un éclair de quelque chose dans ses yeux, du remords, du regret, avant qu'elle ne détourne rapidement le regard et ne parte dans une autre direction. Ce bref échange de regards m'a habité pendant des jours. Ma fille, que j'avais élevée avec tant d'amour, était maintenant une étrangère pour moi et moi pour elle. Que se serait-il passé si j'étais allée vers elle à ce moment-là? Si j'avais parlé avec elle, connu mon petit-fils? J'ai mentionné cela à Olivia un soir, alors que nous dînions ensemble dans la petite cuisine que nous avions installée à l'arrière de la clinique. « Il vous manque encore ?» a-t-elle observé. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Ils me manquent tels qu'ils étaient avant, ou tels que je pensais qu'ils étaient. C'est difficile à expliquer. Olivia a couvert ma main avec la sienne, un geste simple de compréhension qui signifiait plus que 1000 mots. La douleur ne disparaît jamais complètement, Marguerite, mais nous apprenons à la porter différemment. Elle devient une partie de nous, mais elle ne nous définit plus. Olivia parlait par expérience. Au fil des mois, elle m'avait parlé de son mari, de comment elle l'avait perdu à cause d'un cancer agressif, de comment elle avait dû reconstruire sa vie après cela. Nous étions deux femmes qui connaissaient bien le goût amer de la perte,
mais qui avait choisi d'aller de l'avant. Et ainsi nous avons continué, jour après jour, construisant quelque chose de nouveau et de significatif à partir des ruines de ce que nous avions perdu. Notre petite clinique communautaire a grandi, est devenue un refuge pour beaucoup, un lieu de guérison non seulement pour les corps, mais aussi pour les âmes blessées. L'entrepôt, où un jour j'avais pensé à mettre fin à ma propre vie, était maintenant un espace où d'autres vies étaient sauvées quotidiennement. La pharmacie que j'avais failli perdre était maintenant un centre vital pour toute la communauté. Et moi, qui avais été brisé par la trahison de ceux que j'aimais le plus, j'étais en train de me reconstruire, pièce par pièce, jour après jour. C'est dans ce processus de reconstruction que j'ai découvert une force en moi que je ne savais pas exister, une résilience qui me surprenait et, par-dessus tout, une capacité à aimer à nouveau. Non pas un amour romantique, mais un amour plus large, dirigé vers tous ceux qui franchissaient les portes de notre clinique à la recherche d'aide. Chaque sourire de gratitude, chaque poignée de main, chaque « que Dieu vous bénisse » murmuré par des lèvres reconnaissantes était une petite réparation de mon cœur brisé. Et peu à peu, ce cœur a recommencé à battre avec un but et de l'espoir. La vie continuait et moi avec elle. Les années ont passé et notre clinique communautaire a grandi plus que nous ne l'avions jamais imaginé. D'une petite pharmacie avec un cabinet de consultation improvisé à l'arrière, nous avons transformé l'espace en un centre de santé respecté dans toute la région. En 1975, nous avions déjà 3 médecins, Olivia et 2 jeunes docteurs, qu'elle avait réussi à attirer dans notre cause. 5 infirmières, une petite aile pour des hospitalisations de courte durée et même un laboratoire modeste pour des examens de base. Je ne vivais plus à la pension de Madame Germain. Avec les économies que j'avais réussi à faire, j'avais acheté une petite maison simple mais confortable, à 2 pâtés de maison de la clinique. Elle était petite comparée au manoir que Gérard avait construit aux abords de la ville. Oui, il avait beaucoup prospéré dans les affaires, mais elle était à moi. Mon petit havre de paix, décoré avec des plantes dont je prenais soin moi-même, avec des livres que j'aimais, avec de bons souvenirs des nouveaux amis que j'avais faits au fil des ans. Ce matin-là de juin 1978, l'hiver commençait à s'annoncer avec une bruine fine et un brouillard qui couvrait les rues de la ville. Je suis arrivé tôt à la clinique, comme je le faisais toujours. J'aimais avoir quelques moments seuls avant que l'équipe n'arrive pour organiser mes idées, préparer les médicaments du jour, réviser les dossiers des patients les plus graves. Le téléphone a sonné alors que je venais de mettre l'eau pour le café. J'ai décroché rapidement, pensant que cela pourrait être une urgence. Clinique communautaire Sainte-Claire, bonjour. Bonjour Marguerite. La voix à l'autre bout de la ligne était familière, mais je n'ai pas pu l'identifier immédiatement. C'est Jeanne de l'hôpital Saint-Joseph de Paris. Jeanne était une ancienne camarade de faculté qui dirigeait maintenant un grand hôpital à environ 2 heures de notre ville. Jeanne, quelle bonne surprise. Comment vas-tu? Je vais bien, mais j'appelle pour une affaire urgente. Nous avons une urgence ici et j'ai besoin de transférer un patient chez vous. C'est un enfant avec une réaction allergique grave. Il est stabilisé maintenant, mais il est de votre ville et les parents préfèrent continuer le traitement plus près de chez eux. Bien sûr, vous pouvez l'envoyer. Nous avons des lits disponibles et le docteur Olivia est spécialiste des allergies. Quel est le nom de l'enfant? Il y a eu une petite pause avant que Jeanne ne réponde. Le nom est Auguste, Auguste Dubois. J'ai senti mon cœur faire un bond. Dubois était le nom de famille de Gérard. Auguste, mon petit-fils. Le fils de Sophie, que je n'avais jamais connu, qui devait maintenant avoir environ 9 ans. Marguerite, tu es là? Oui, oui, ai-je répondu, essayant de garder une voix ferme. Quand arrive-t-il? Ils partent maintenant. Ils devraient arriver dans environ 2 heures. Les parents accompagnent. Après avoir raccroché, je suis resté immobile au milieu de la salle, sentant mon cœur battre rapidement. Après presque 10 ans, sans avoir aucun contact avec Sophie ou Gérard, à part des rencontres occasionnelles dans les rues de la ville qui se terminaient toujours par eux détournant le regard, j'étais sur le point de les recevoir dans ma clinique. Et pire, c'était mon petit-fils qui était malade, un enfant que je n'avais jamais connu, mais qui portait mon sang.
Quand Olivia est arrivée, 1 heure plus tard, je lui ai parlé de la situation. Elle me connaissait bien trop pour ne pas remarquer mon agitation. « Veux-tu que je m'en occupe seule ?» a-t-elle offert, toujours préoccupée par mon bien-être. « Tu n'as pas besoin d'être présente quand ils arriveront. »« Non », ai-je répondu fermement. « Je ne vais pas me cacher. C'est ma clinique autant que la tienne, et en plus, c'est mon petit-fils, Olivia, un enfant innocent qui n'est coupable de rien. » Elle a acquiescé, respectant ma décision, mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux. Olivia savait combien cette blessure faisait encore mal, même après tant d'années. Les 2 heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. Nous avons préparé un lit dans l'aile pédiatrique, séparé les médicaments qui seraient probablement nécessaires pour une réaction allergique grave. Nous avons alerté l'équipe et j'essayais de garder mon calme, essayant de me préparer pour le moment où je reverrais les visages qui étaient autrefois ma famille. Quand la voiture s'est arrêtée devant la clinique, je suis allée à la fenêtre. J'ai vu Gérard sortir en premier, plus âgé, avec quelques cheveux gris dans sa chevelure auparavant totalement noire, mais toujours imposant dans son costume coûteux. Ensuite est sortie Sophie, maintenant une femme de 27 ans, plus la jeune fille que j'avais connue. Et enfin, dans ses bras, un garçon pâle, avec des taches rouges sur le visage et les bras, clairement mal à l'aise. J'ai respiré profondément et je suis allée à la porte pour les accueillir. J'ai vu la surprise dans les yeux des deux quand ils m'ont vue. Peut-être ne savaient-ils pas que c'était ma clinique. Peut-être que Jeanne n'avait pas mentionné ce détail. « Bonjour », ai-je dit, gardant une voix professionnelle. « Vous devez être les parents d'Auguste. Nous avons tout préparé pour l'accueillir. S'il vous plaît, entrez. » Gérard a semblé hésiter un moment, mais l'inquiétude pour son fils a prévalu. Ils sont entrés en silence, me suivant jusqu'à l'aile pédiatrique, où Olivia attendait déjà. Les heures suivantes ont été un flou d'activité médicale. Auguste avait eu une réaction allergique sévère aux arachides, quelque chose dont même ses parents ne savaient pas qu'il était allergique. À l'hôpital de Paris, ils avaient réussi à contrôler la réaction initiale, mais il devait rester en observation pendant au moins 48 heures, car il y avait un risque d'une deuxième réaction. Pendant tout ce temps, je suis restée professionnelle, aidant Olivia, vérifiant les signes vitaux du garçon, préparant les médicaments. J'évitais de regarder directement Gérard ou Sophie, me concentrant uniquement sur le petit patient. Auguste était un beau garçon, aux yeux vifs et intelligents, malgré l'inconfort qu'il ressentait. Il avait les cheveux foncés de son père et les yeux verts de sa mère. En prenant soin de lui, je ne pouvais m'empêcher de penser à comment cela aurait été si les choses avaient été différentes, si j'avais fait partie de sa vie depuis le début, s'il m'avait connue comme sa grand-mère. Quand la nuit est tombée, Auguste était stable, dormant sous l'effet des antihistaminiques. J'ai expliqué à Gérard et Sophie que seul l'un d'eux pouvait rester dans la chambre pendant la nuit. « Je reste », a dit Sophie rapidement. « Tu peux rentrer à la maison, te reposer et revenir demain matin. » Gérard a semblé soulagé par la suggestion. Il n'a jamais été très bon dans les hôpitaux ou les situations de maladie. Il a préféré emporter la liasse de documents du transfert hospitalier pour les analyser à la maison. « Je vais demander qu'on t'apporte un matelas », ai-je dit à Sophie, évitant toujours de la regarder directement. « Et il y a une petite kitchenette au bout du couloir où tu peux te préparer un café ou un thé si tu en as besoin. » Elle a acquiescé, murmurant un merci, presque inaudible. C'était le premier mot qu'elle m'adressait directement depuis son arrivée. Il était déjà tard dans la nuit quand j'ai finalement terminé mes tâches et que je me préparais à rentrer chez moi. Je suis passée par l'aile pédiatrique pour faire une dernière vérification d'Auguste avant de partir. Le garçon dormait tranquillement, sa respiration beaucoup plus régulière, les taches rouges commençant à disparaître. Sophie était assise à côté du lit, semblant épuisée. « Tu devrais te reposer un peu », ai-je dit doucement. « Il est stable maintenant. »« Tu peux t'allonger sur le matelas. Les infirmières le surveilleront pendant la nuit. » Elle a levé les yeux vers moi et, pour la première fois en presque 10 ans, nous nous sommes vraiment regardés. Non pas comme ex-belle-mère et ex-belle-fille, non pas comme mère trahie et fille traîtresse, mais simplement comme 2 femmes, l'une épuisée par la peur de perdre son fils, l'autre offrant un réconfort professionnel. « Merci », a-t-elle dit à nouveau, et cette fois sa voix avait une note différente. « De prendre soin de lui pour tout. » J'ai légèrement acquiescé,
ne sachant pas quoi dire. Le silence entre nous était chargé de 10 ans de chagrin non dit, de questions sans réponse, d'une histoire partagée qui s'était terminée de la pire façon possible. « Il va bien aller », ai-je assuré, revenant au terrain sûr de la médecine. La réaction a été contrôlée à temps. Demain, nous ferons quelques tests pour confirmer l'allergie aux arachides et éventuellement identifier d'autres allergies. Il est important que vous sachiez exactement quoi éviter à l'avenir. Elle a acquiescé et je me suis tournée pour partir. J'étais presque à la porte quand j'ai entendu sa voix à nouveau. « Marguerite ?» Je me suis arrêtée sans me retourner. Il pose des questions sur toi parfois. J'ai senti mon cœur se serrer. Je me suis tournée lentement. Des questions sur moi ? Sophie a détourné le regard, semblant mal à l'aise. Il sait qu'il a une grand-mère. Nous ne lui avons pas caché cela. Quand il voit d'autres enfants avec leur grand-mère, il demande pourquoi il n'a jamais connu la sienne. « Et que lui répondez-vous » ai-je demandé. Ma voix presque un murmure. « Que tu vis loin, que tu es occupé, un mensonge commode. Mieux que de dire la vérité, je suppose. Mieux que d'expliquer à un enfant innocent la trahison qui a marqué notre famille. »« Je comprends », ai-je simplement répondu. Une fois de plus, le silence s'est installé entre nous. Il y avait tant à dire, tant de questions non posées, tant d'explications jamais offertes, mais ce n'était ni le moment, ni le lieu. « Repose-toi un peu », ai-je répété. L'infirmière Thérèse sera de garde cette nuit. En cas de changement, elle appellera immédiatement le médecin de garde. Je suis sortie de la chambre et j'ai marché le long du couloir silencieux de la clinique. Mes pas résonnaient sur le sol, marquant le rythme de mes pensées agitées. En arrivant à la porte d'entrée, j'ai regardé en arrière, vers le long couloir qui menait à l'aile pédiatrique, où mon petit-fils, oui, mon petit-fils, dormait. Le destin avait des façons étranges de travailler. Après presque 10 ans sans aucun contact significatif avec Sophie ou Gérard, c'était une urgence médicale qui nous réunissait sous le même toit à nouveau, et pas n'importe où, mais dans la clinique que j'avais construite des cendres de ma vie détruite. Cette nuit-là, chez moi, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée à regarder le plafond, repassant la journée dans ma tête, me souvenant du petit visage pâle d'Auguste, des yeux fatigués de Sophie, de la figure distante de Gérard. Que se passerait-il maintenant quand Auguste se rétablirait ? Redeviendrions-nous des étrangers, nous évitant dans les rues de la ville, ou quelque chose avait-il changé avec cette rencontre inattendue ? Le lendemain matin, je suis arrivée tôt à la clinique, comme toujours. Je suis d'abord passée par l'aile pédiatrique. Auguste était réveillé, assis dans le lit, buvant un verre de jus que l'infirmière lui avait apporté. Sophie dormait, maladroitement recroquevillée sur le petit matelas à côté du lit. « Bonjour » ai-je dit doucement au garçon. « Comment te sens-tu aujourd'hui » Il m'a regardé avec ses yeux verts, si semblables à ceux de sa mère, mais il y avait en eux une curiosité, une vivacité qui me rappelait moi-même quand j'étais jeune. « Mieux » a-t-il répondu, « je ne gratte plus autant. » C'est un bon signe, les tâches diminuent aussi. « Vous êtes médecin » a-t-il demandé, m'observant attentivement. « Non, je suis pharmacienne, je prépare les médicaments que les médecins prescrivent. »« Comme une gentille sorcière qui fait des potions magiques » a-t-il demandé. Et il y avait une lueur d'admiration enfantine dans ses yeux qui m'a fait fondre intérieurement. « Quelque chose comme ça » ai-je ri doucement. « Mais ce ne sont pas des potions magiques, ce sont des médicaments scientifiques. »« C'est quand même cool » a-t-il déclaré avec la conviction absolue que seuls les enfants possèdent. Puis, se penchant un peu en avant, comme s'il allait me confier un secret, il a ajouté « Quand je serai grand, je veux être médecin, ou scientifique, ou astronaute, je n'ai pas encore décidé. »« Ce sont toutes des professions merveilleuses, » ai-je répondu, sentant un nœud dans la gorge. C'était mon petit-fils, le sang de mon sang. Et c'était la première conversation que nous avions. C'est à ce moment que Sophie s'est réveillée, sursautant en nous voyant parler. Il y avait quelque chose dans ses yeux, de la peur, de l'inquiétude, quand elle a vu comme nous étions proches. « Bonjour » a-t-elle dit, se levant rapidement et arrangeant ses cheveux ébouriffés. « Auguste, tu te sens mieux ?» Le reste de la journée a suivi son cours. Olivia est arrivée et a fait une évaluation complète d'Auguste, confirmant qu'il répondait bien au traitement.
Gérard est apparu peu après, apportant des vêtements propres pour Sophie et un petit ours en peluche pour son fils. J'ai gardé mes distances, observant de loin cette famille qui était un jour la mienne. Il y avait en eux une dynamique étrange, quelque chose que je n'arrivais pas à définir exactement. Ils ne semblaient pas heureux. Malgré l'inquiétude évidente pour leur fils malade, il y avait une tension sous-jacente entre Gérard et Sophie, une distance subtile que seuls des yeux très attentifs ou quelqu'un qui les avait connus intimement dans le passé pouvait remarquer. En fin d'après-midi, Olivia a déterminé qu'Auguste pourrait sortir le lendemain, s'il continuait à s'améliorer à ce rythme. J'ai expliqué à Sophie les précautions qu'il devrait en prendre à la maison, les médicaments qu'il devrait continuer à administrer, les signes d'alerte pour une éventuelle rechute. Et il devra faire quelques tests d'allergie dans quelques semaines, ai-je conclu en lui remettant une liste détaillée d'instructions. Nous devons identifier exactement ce qui a déclenché la réaction et s'il y a d'autres allergènes à éviter. Elle a acquiescé, tenant le papier comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux. Merci pour tout cela, pour la façon dont vous avez pris soin de lui. Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a fait la regarder plus attentivement. Ses yeux étaient humides, et cela ne semblait pas être uniquement dû au soulagement de voir son fils aller mieux. « C'est notre travail », ai-je simplement répondu. « Nous faisons la même chose pour n'importe quel patient. » Même ainsi, a-t-elle insisté, sa voix basse pour qu'Auguste, qui jouait avec l'ours en peluche sur le lit, n'entende pas. « Après tout, vous auriez pu refuser de nous recevoir, nous envoyer vers une autre clinique, personne ne vous aurait blâmé pour cela. » Je suis restée silencieuse un moment, réfléchissant. Oui, j'aurais pu faire cela. Ça aurait été mon droit, après la façon dont vous m'avez traité. Mais quel genre de personne, quel genre de professionnel de santé serais-je si je refusais de soigner un enfant malade à cause de rancune du passé? Auguste n'est coupable de rien, ai-je finalement répondu. C'est juste un enfant innocent qui a besoin de soins médicaux. Et quant à toi et Gérard, eh bien, j'ai appris au cours de ces années que garder rancune ne blesse que nous-mêmes. Elle a baissé les yeux et j'ai vu une larme couler sur son visage. Nous n'avons pas été heureux, vous savez, a-t-elle dit si bas que je l'ai à peine entendue. Nous ne l'avons jamais été. C'était toute une illusion. Avant que je puisse répondre, et que pourrais-je dire face à une telle confession? Gérard est entré dans la chambre avec quelques papiers. L'assurance a tout approuvé, a-t-il annoncé sans remarquer la tension entre nous. Ils vont couvrir les frais d'hospitalisation et des examens futurs. Le moment était passé. Sophie a rapidement essuyé ses larmes et a forcé un sourire pour son mari. Le masque était revenu en place et c'était de nouveau une famille parfaite, le couple prospère avec son adorable fils. Mais j'avais vu une fissure dans cette façade et je savais qu'il y avait beaucoup plus que ce qu'il paraissait. Le jour suivant, comme prévu, Auguste a reçu son congé. Ses taches avaient presque complètement disparu. Sa respiration était normale et il ne présentait plus de signes d'inconfort. C'est moi-même qui ai finalisé tous les papiers et remis les médicaments qui devaient être continués à la maison avec des instructions détaillées pour les parents. N'hésitez pas à le ramener au moindre changement, si petit soit-il, ai-je insisté, regardant directement Sophie, qui semblait absorber chaque mot comme si sa vie en dépendait. Et rappelez-vous, pas d'arachide ou de dérivés jusqu'à ce que nous fassions les tests d'allergie complets, ai-je ajouté, cette fois en regardant Auguste, qui fit une grimace. Mais j'aime les barres au nougat, s'est-il plaint avec cette moue que seuls les enfants savent offrir. Je sais que tu les aimes, mais nous devons être sûrs de ce qui cause exactement ton allergie avant de permettre certains aliments, ai-je expliqué patiemment. C'est pour ton propre bien. Il a soupiré, résigné face à la sagesse des adultes, qui à ce moment-là semblait si injuste à ses yeux d'enfant. Je vais programmer le rendez-vous de suivi dans 2 semaines, ai-je dit à Sophie, pour les tests d'allergie. Elle a acquiescé et il y avait quelque chose dans ses yeux, une demande silencieuse, une question non posée que je n'ai pas pu déchiffrer complètement. Avant qu'il ne parte, Auguste s'est tourné vers moi avec cette spontanéité que seuls les enfants possèdent. « Merci, Madame au remède magique », a-t-il dit avec un sourire qui montrait une petite fenêtre où manquait une dent de lait. « Vous êtes très gentille. » J'ai senti mon cœur fondre.
Je lui ai rendu son sourire, résistant à l'envie de le serrer dans mes bras, de lui dire qui j'étais vraiment. « Tu es un patient très courageux, Auguste. Prends bien soin de toi, d'accord ?» Et ainsi, ils sont partis. Je suis restée à la porte de la clinique, regardant la voiture s'éloigner, ressentant un mélange confus d'émotions. Du soulagement que tout se soit bien terminé, de la tristesse de voir mon petit-fils repartir à nouveau vers une vie dont je ne faisais pas partie, et une pointe d'espoir, ténue et presque imperceptible, que quelque chose avait changé avec cette rencontre inattendue. La vie a suivi son cours. La clinique restait pleine, notre travail plus demandé que jamais. J'ai essayé de ne pas trop penser à Auguste, à Sophie, à toute cette situation, me concentrant sur les tâches quotidiennes qui m'apportaient toujours un but et de la satisfaction. 2 semaines se sont écoulées rapidement. Le jour fixé pour le retour d'Auguste, je confesse que j'étais nerveuse. J'ai arrangé mes cheveux avec plus de soin que d'habitude, mis un peu de parfum, de petites vanités que je ne m'étais pas permises depuis des années. Olivia l'a remarqué, bien sûr. Elle remarquait toujours tout. « Tu es belle aujourd'hui », a-t-elle commenté avec un sourire discret quand je suis arrivée à la clinique. « Quelle idée !» ai-je répondu, feignant le désintérêt. « J'ai juste décidé de me faire un peu plus belle. » Son sourire disait qu'elle ne me croyait pas, mais elle n'a pas insisté. Nous étions des amis trop intimes pour avoir besoin de mots pour certaines choses. Toute la matinée, je suis restée inquiète, vérifiant l'horloge toutes les quelques minutes. Le rendez-vous d'Auguste était fixé à 11h. À 10h30, j'ai commencé à rôder autour de la réception, vérifiant des dossiers qui n'avaient pas besoin d'être vérifiés, organisant des médicaments qui étaient déjà parfaitement organisés. À 11h précises, la porte de la clinique s'est ouverte. Mais ce n'était pas Sophie avec Auguste, c'était juste Sophie, seule, paraissant nerveuse et mal à l'aise. « Bonjour », a-t-elle dit timidement. « Je sais que nous avions rendez-vous pour Auguste aujourd'hui. S'est-il passé quelque chose ?» ai-je demandé immédiatement, inquiète. « A-t-il eu une autre réaction ?»« Non, non. » Elle s'est empressée de clarifier. « Il va bien. C'est juste qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui. Gérard l'a emmené passer la journée avec des cousins à la ferme. » Il y avait quelque chose d'étrange dans son explication, une hésitation, un regard fuyant qui m'a fait douter. Après des années à traiter avec des patients, j'avais appris à reconnaître quand quelqu'un ne dit pas toute la vérité. « Je comprends », ai-je répondu, essayant de cacher ma déception. « Nous pouvons reprogrammer pour un autre jour, alors ?»« En fait, » a-t-elle commencé, semblant rassembler son courage pour quelque chose. « En fait, j'aimerais vous parler en privé, si vous avez quelques minutes. » Je confesse que j'ai été surprise. Après presque 10 ans sans échanger plus que des mots strictement nécessaires, que pourrait vouloir me dire Sophie maintenant ? « Bien sûr, » ai-je répondu, essayant de garder un ton neutre. « Nous pouvons utiliser mon bureau, c'est par ici. » Je l'ai conduite à travers la clinique jusqu'à une petite salle au fond que j'utilisais pour le travail administratif. C'était un espace simple, mais accueillant, avec une fenêtre qui donnait sur un petit jardin intérieur. Je lui ai indiqué une chaise pour qu'elle s'assoie et j'ai pris ma place de l'autre côté du bureau. « En quoi puis-je vous aider ?» ai-je demandé quand elle est restée silencieuse, tordant nerveusement le mouchoir qu'elle tenait dans ses mains. « Je ne sais pas par où commencer », a-t-elle avoué, sa voix presque un murmure. « Il y a si longtemps que je répète ce moment dans ma tête, et maintenant que je suis enfin ici, les mots semblent me fuir. » J'ai attendu patiemment. La vie m'a appris que parfois le silence est plus éloquent que n'importe quel mot. « D'abord, » a-t-elle finalement commencé, « je veux vous remercier encore pour la façon dont vous avez pris soin d'Auguste, pour comment vous l'avez soigné même après tout. » J'ai légèrement acquiescé, sans l'interrompre. Et deuxièmement, je veux demander pardon. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et j'ai vu que ses yeux étaient pleins de larmes contenues. « Pardon », ai-je répété, le mot pesant entre nous comme du plomb. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que ce que nous avons fait, ce que j'ai fait, était impardonnable. Trahir la confiance de la femme qui m'a élevée comme sa fille, qui m'a donné un foyer, de l'amour, une éducation. Il n'y a pas d'excuse pour cela. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage, et elle n'essayait même plus de les contenir ou de les essuyer. « Pourquoi maintenant, Sophie ?»
ai-je demandé doucement. Après toutes ces années, pourquoi venir demander pardon maintenant? Elle a respiré profondément, comme si elle rassemblait ses forces pour ce qui allait suivre. Parce que je n'en peux plus de vivre dans ce mensonge. Parce que je veux que mon fils connaisse sa vraie grand-mère, pas une histoire fabriquée. Parce que je suis fatiguée, Marguerite, si fatiguée. Sa voix s'est brisée à la fin, et elle a couvert son visage de ses mains, sanglotant ouvertement. Je suis restée assise, l'observant, une tempête d'émotions contradictoires en moi. Une partie de moi voulait la réconforter, l'embrasser comme dans le bon vieux temps, quand elle n'était que ma petite fille, effrayée par un cauchemar. Une autre partie voulait garder ses distances, me protéger de plus de douleur. Nous n'avons pas été heureux, a-t-elle continué après quelques instants, essuyant ses larmes avec le mouchoir. Nous ne l'avons jamais été. C'était toute une façade, un mensonge que nous racontions aux autres et à nous-mêmes. Que s'est-il passé? Ai-je demandé, incapable de contenir ma curiosité. Après mon départ. Vous voulez dire après que nous vous ayons chassé? Elle a eu un sourire triste, sans humour. Après que nous ayons volé votre vie, votre maison, votre famille? Appelons les choses par leur nom, Marguerite, c'est ce que nous avons fait. Je suis restée silencieuse, surprise par cette franchise brutale. Au début, il semblait que nous avions gagné, a-t-elle poursuivi. Nous avions la maison, l'argent, le respect de la ville, ou du moins une version déformée de celui-ci. Gérard a étendu ses affaires, acheté plus de magasins, construit ce manoir ostentatoire en périphérie. J'ai quitté l'école, bien sûr. Une jeune fille enceinte de 17 ans ne pouvait pas continuer ses études, pas à cette époque, pas dans cette ville. Elle a fait une pause, rassemblant ses pensées. Quand Auguste est né, j'ai pensé que les choses s'amélioreraient, que nous serions une vraie famille. Mais Gérard, il n'a jamais été vraiment un père pour Auguste, toujours trop occupé avec les affaires, toujours absent, même quand il était physiquement présent. Et avec moi? Eh bien, j'ai vite découvert que l'amour qu'il disait ressentir pour moi était en réalité quelque chose de très différent. Différent comment? Ai-je demandé, bien que je soupçonne la réponse. Contrôle. Possession. J'étais un trophée, une conquête. La jeune et belle épouse de l'homme d'affaires prospère, la mère de son fils, mais jamais une partenaire, jamais une égale. Avec le temps, il est devenu de plus en plus contrôlant, plus jaloux, surveillant mes dépenses, choisissant mes vêtements, décidant avec qui je pouvais ou ne pouvais pas parler. J'ai acquiescé lentement. J'ai reconnu dans ce comportement le même Gérard que j'avais connu. Charmant et attentionné en surface, manipulateur et contrôlant dans l'ombre. J'avais simplement été trop aveugle pour le voir pendant notre mariage. « Pourquoi n'es-tu pas partie ?» ai-je demandé. « Pourquoi ne l'as-tu pas quitté ?» Elle a eu un autre rire amer. Partir où? Sans éducation, sans profession, avec un petit enfant, et puis il y avait la honte. Comment aurais-je pu admettre au monde et à moi-même que j'avais jeté aux orties ma relation avec vous, la seule mère que j'ai vraiment connue, pour un fantasme d'adolescente qui s'est transformé en cauchemar? Ces paroles m'ont profondément touchée. Je n'avais jamais envisagé ce qui s'était passé sous cet angle, que Sophie puisse aussi être prisonnière de sa propre cage dorée, victime de ses choix immatures et de la manipulation d'un homme beaucoup plus âgé et expérimenté. « Et Auguste ?» ai-je demandé, pensant au garçon brillant que j'avais brièvement connu. « Comment va-t-il dans tout cela ?» Son visage s'est un peu illuminé en parlant de son fils. « Auguste est la seule bonne chose qui soit sortie de tout ça. Il est si intelligent, si curieux du monde, il a un cœur énorme. Et vous savez ce qui est le plus ironique? Il vous ressemble tellement, Marguerite, pas physiquement bien sûr, mais en esprit. La même soif de connaissance, la même sensibilité envers les autres. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Mon petit-fils, que je connaissais à peine, portait quelque chose de moi au-delà du sang. Il pose des questions sur vous, a poursuivi Sophie. Plus que ce que je vous ai dit à l'hôpital. Depuis tout petit, il a toujours voulu savoir sur sa grand-mère. Pourquoi il ne vous connaissait pas? Pourquoi vous ne veniez jamais lui rendre visite comme les grands-mères des autres garçons? « Et que lui disais-tu » ai-je demandé, la voix nouée par l'émotion. Au début, nous répétions le mensonge que Gérard avait créé,
que vous étiez parti très loin, que vous ne vous souciez pas de nous. Mais au fur et à mesure qu'Auguste grandissait, il devenait plus difficile de maintenir cette version. Il est très perspicace, vous savez. Il perçoit quand les adultes mentent. Elle a fait une pause, respirant profondément. Il y a environ 1 an, j'ai commencé à raconter des bribes de vérité, que vous viviez dans la même ville, que vous étiez une pharmacienne respectée, que vous aidiez beaucoup de gens. Je n'ai pas tout dit, bien sûr. Il est encore un enfant, mais j'ai arrêté de vous dépeindre comme la méchante. Et Gérard, qu'a-t-il pensé de cela? Son visage s'est un peu fermé. Il ne sait pas. Auguste et moi avons nos secrets. D'ailleurs, son hospitalisation à Paris n'était pas accidentelle. J'ai froncé les sourcils, ne comprenant pas. Comment ça? Tu veux dire que la réaction allergique était délibérée? Non, bien sûr que non, s'est-elle exclamée, horrifiée. La réaction était réelle. Il a vraiment mangé du nougat sans savoir qu'il contenait des arachides et a eu une crise allergique, mais nous aurions pu l'emmener à l'hôpital local ou dans n'importe quelle autre clinique. J'ai choisi de l'emmener jusqu'à Paris, à l'hôpital où travaille votre amie Jeanne, précisément pour qu'il soit transféré ici après. J'étais bouche bée face à cette révélation. Tu as tout planifié pour que je rencontre Auguste. Elle a acquiescé, semblant à la fois honteuse et déterminée. J'avais besoin d'un prétexte pour venir jusqu'ici, pour que vous le rencontriez, pour entamer cette conversation. Gérard ne l'aurait jamais permis s'il l'avait su. Il vous déteste toujours, Marguerite. Il déteste ce que vous représentez. La femme qui est allée de l'avant, qui a construit quelque chose de significatif sans lui, qui est respectée pour son propre mérite et non comme son extension. Je suis restée silencieuse, digérant tout cela. C'était beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions d'un seul coup. Et maintenant, ai-je finalement demandé, que veux-tu, Sophie? Quelle est la prochaine étape dans ce plan élaboré? Elle a redressé les épaules comme si elle rassemblait son courage. Je veux qu'Auguste connaisse sa vraie grand-mère, sans mensonge, sans faux semblants. Je veux que vous ayez une relation et je suis prête à affronter Gérard pour cela, si nécessaire. Même si cela signifie mettre fin à mon mariage. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas heureux. Nous ne l'avons jamais été. Et Auguste mérite mieux que de grandir dans cette maison froide, pleine de règles rigides et d'apparences à maintenir. J'ai vu dans ses yeux une détermination qui me rappelait moi-même, des années auparavant, quand j'avais décidé de reconstruire ma vie à partir des cendres. Peut-être que Sophie n'était plus cette adolescente immature et manipulable que j'avais connue. Peut-être avait-elle finalement grandi au milieu de toute cette douleur. « Et toi ?» ai-je demandé. « Que veux-tu pour toi-même au-delà de cela ?» Elle a semblé surprise par la question, comme si elle n'y avait jamais vraiment réfléchi. « Je ne sais pas. Peut-être reprendre mes études. J'ai toujours voulu être professeur, vous saviez ? Avant que tout n'arrive. J'aime les enfants, les enseigner, mais Gérard a toujours dit que c'était trop de travail pour peu de retour. J'ai reconnu dans ses paroles le même homme qui avait un jour essayé de me dissuader de continuer avec ma pharmacie, qui disait que mon travail était un hobby coûteux et non une profession. Il n'est pas trop tard, ai-je dit doucement. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Nos mains étaient sur la table à quelques centimètres l'une de l'autre. Dans un geste qui nous a surprises toutes les deux, Sophie a tendu la sienne, touchant mes doigts légèrement, comme une enfant testant la température de l'eau avant d'entrer. « Me pardonnez-vous » a-t-elle demandé, sa voix presque un murmure. « Après tout ce que nous avons fait, toute la souffrance que nous avons causée, pouvez-vous me pardonner ?» J'ai regardé cette femme en face de moi. Plus la jeune fille que j'avais élevée, plus l'adolescente qui m'avait trahi, mais une femme adulte portant le poids de mauvais choix et cherchant un chemin vers la rédemption. Le pardon, ai-je répondu lentement, n'est pas quelque chose qu'on accorde d'un seul coup, comme un cadeau emballé. C'est un processus, un chemin que nous parcourons jour après jour. Je suis encore sur ce chemin, Sophie. Je ne peux pas promettre que ce sera facile ou rapide, mais je suis prête à essayer, pour Auguste et peut-être aussi pour nous. Une larme solitaire a coulé sur son visage, et cette fois c'était une larme de soulagement, d'espoir, pas de désespoir. « C'est plus que je ne mérite », a-t-elle dit simplement. Ce jour-là,
nous avons conclu un accord. Auguste commencerait à me rendre visite régulièrement pour que nous puissions construire une relation de grand-mère à petit-fils. Sophie lui expliquerait progressivement qui j'étais, sans entrer dans les détails douloureux du passé. Cela attendrait qu'il soit plus âgé s'il avait un jour besoin de savoir. Gérard n'avait pas besoin d'être au courant de ces visites, du moins pas immédiatement. C'était une situation délicate et Sophie craignait sa réaction. J'ai accepté cet arrangement temporaire, bien que je n'aimais pas l'idée de plus de secrets, mais je comprenais que certains changements doivent se produire progressivement. Dans les semaines qui ont suivi, Auguste a commencé à venir à la clinique fréquemment, parfois pour aider à préparer des médicaments, d'autres fois simplement pour discuter. Chaque visite était un petit trésor pour moi. Quand il m'a finalement appelée « Mamie » pour la première fois, j'ai senti mon cœur presque exploser de joie. Avec le temps, Sophie a également commencé à changer. Elle a repris ses études, d'abord en secret, puis ouvertement, défiant Gérard. Elle a trouvé en moi et en Olivia le soutien qu'elle n'avait jamais eu. Et lentement, la fille que j'avais perdue a commencé à revenir dans ma vie, non pas comme la jeune fille que j'avais élevée, mais comme une femme en quête de rédemption et de sa propre identité. Aujourd'hui, à 74 ans, je regarde en arrière et je vois que la vie a des chemins mystérieux. La trahison qui a failli me détruire a fini par me conduire à construire quelque chose de bien plus grand que je n'aurais jamais pu construire sans cette douleur. Notre clinique communautaire accueille maintenant des milliers de personnes par an. J'ai en Auguste, maintenant un jeune étudiant en médecine, la continuation d'un héritage que je pensais avoir perdu. Et quant à Gérard, il continue avec ses affaires, son manoir, sa vie d'apparence. Quand il a appris ma relation avec Auguste, il y a eu conflit, bien sûr. Mais même lui, avec le temps, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas lutter contre l'amour sincère que son fils ressentait pour sa grand-mère. Le pardon n'efface pas le passé, et il ne le devrait pas. Les cicatrices restent comme un rappel de ce que nous avons survécu. Mais choisir de pardonner, c'est décider que la douleur n'aura pas le dernier mot, c'est faire de la place pour que quelque chose de nouveau et de beau puisse fleurir, même dans le sol le plus improbable. Si vous regardez cette vidéo et traversez votre propre tempête, rappelez-vous que le soleil finira par briller à nouveau. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que même dans les moments les plus sombres, vous marchiez vers la lumière. Merci d'avoir écouté mon histoire. S'il vous plaît, laissez un pouce bleu à cette vidéo. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour plus d'histoires de vie et de dépassement, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'adorerais savoir que mon histoire atteint tant d'endroits différents. À bientôt, mes chers. Monsieur.